Avez-vous déjà ressenti ce moment où un simple geste d'adieu pourrait changer toute une vie, sans que personne autour ne perceuve l'ampleur du drame qui se prépare? En novembre 1942, à la gare de Limoges bénédictin, une fillette de 8 ans a levé la main vers un train qui emportait son frère de 12 ans vers la campagne française, dans le cadre d'un placement censé durer seulement quelques mois. Mais ce départ ordinaire, né de la pauvreté et de la maladie, a bientôt laissé place à un silence déchirant. L'enfant n'est jamais revenu, et pendant des années, aucune trace, aucune lettre, aucun signe de vie n'ont permis de comprendre ce qu'il était devenu. Et pourtant, plus de 2 décennies plus tard, un minuscule témoignage publié dans un journal régional allait soudainement raviver un espoir que tout le monde croyait à jamais éteint. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisada, inspirée de réalités que tant de familles ont vécues, et qui révèle comment un simple instant sur un quai peut marquer une existence entière. Avant de commencer, si ce récit vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à faire vivre ces histoires humanistes et à transmettre leur message à plus de personnes. Merci d'être ici. Cette photographie a été retrouvée dans une boîte à chaussures en 1987, cachée au fond d'une armoire à Limoges. Une femme de 53 ans venait de mourir seule dans son appartement et parmi ses rares possessions, il y avait cette image en noir et blanc d'une petite fille qui levait la main vers un train en mouvement. Sur le dos de la photo, quelqu'un avait écrit d'une écriture tremblante « Le jour où j'ai perdu Julien pour toujours ». Mais regardez attentivement cette petite fille. Son sourire n'est pas un sourire de joie. C'est le sourire de quelqu'un qui essaie désespérément de paraître courageuse, alors que son monde entier s'effondre. Et si vous observez bien la fenêtre du train, vous verrez une silhouette floue, un garçon qui regarde vers l'arrière avec une expression que même le mouvement du train ne peut effacer complètement. Cette image a été prise un matin de novembre 1942 à la gare de Limoges bénédictin. Le photographe qui l'a capturé s'appelait Henri Mercier, un reporter local qui documentait les déplacements d'enfants vers les campagnes françaises pendant cette période troublée. Des années plus tard, dans ses mémoires publiés en 1968, Mercier écrirait qu'il avait photographié des centaines d'adieux ce jour-là, mais qu'il n'oublierait jamais le regard de cette fillette aux cheveux bruns qui agitait sa main avec une détermination presque féroce. Ce que Mercier ne savait pas, c'est qu'il venait de capturer le dernier moment où Amélie Darnay verrait son frère Julien. Pas pour quelques mois, pas pour quelques années, pour toujours. Amélie avait 8 ans ce matin-là. 8 ans et déjà une compréhension trop mature de ce que signifiait la séparation. Elle portait un manteau de laine élimé, hérité de sa mère, et serrait dans sa main gauche un mouchoir froissé que sa grand-mère lui avait donné la veille, en lui disant de ne pas pleurer devant Julien. Julien avait 12 ans. 12 ans et le poids du monde sur ses épaules étroites. Dans le wagon qui s'éloignait lentement de la gare, il gardait son bras appuyé contre le cadre de la fenêtre, son visage tourné vers sa petite sœur, gravant chaque détail dans sa mémoire comme s'il savait instinctivement qu'il devrait faire durer cette image toute une vie. Derrière Amélie, sur le quai, se trouvait leur mère, Louise Darnay, une femme de 34 ans qui venait de passer 3 mois alitée, ravagée par une maladie respiratoire, qui avait vidé leurs maigres économies. Les registres de l'hôpital Saint-Joseph de Limoges confirment qu'elle y avait été soignée entre juillet et octobre 1942 pour une pneumonie sévère. Quand elle en était sortie, affaiblie et incapable de travailler, elle avait découvert que son mari, Paul Darnay, docker occasionnel, était parti à Bordeaux chercher du travail et n'était pas revenu. La France de 1942 était fragmentée par 1000 petites tragédies silencieuses. Dans les villes industrielles comme Limoges, les familles ouvrières vivaient au bord du gouffre économique, une maladie, ou un licenciement suffisant à faire basculer toute une existence. Les archives municipales de Limoges recensent plus de 200 familles qui, cette année-là, ont dû confier temporairement leurs enfants à des familles d'accueil rurales par pure nécessité économique. C'était un système civil organisé par des associations caritatives et des mairies rurales qui cherchaient de la main-d'œuvre agricole
tout en offrant un refuge aux enfants des villes. Les contrats étaient simples. Quelques mois à la campagne, 3 repas par jour, l'école au village, et en échange, les enfants aidaient aux tâches de la ferme. Pour les familles comme les Darnett, c'était la seule option entre nourrir leurs enfants ou les voir dépérir. Mais pour Amélie, ce matin de novembre, cela signifiait perdre la seule personne qui donnait un sens à son existence. Julien et Amélie avaient grandi comme 2 moitiés d'un même être. Dans leur petit appartement rue des Tanneries, un immeuble ouvrier aux murs humides où vivaient 7 familles entassées sur 3 étages, ils partageaient tout. Le même lit étroit, le même cahier d'école quand le papier manquait, le même morceau de pain rassis qu'ils divisaient en 2 parts égales, même quand l'un des deux avait plus faim. Julien avait appris à lire avant Amélie et lui enseignait chaque soir, traçant les lettres avec son doigt sur la table en bois. Amélie, en retour, inventait des histoires qui transformaient leur quotidien gris en aventures extraordinaires. Quand leur père rentrait ivre et violent, c'était Julien qui se plaçait devant sa sœur. Quand leur mère pleurait silencieusement dans la cuisine, après une journée de couture qui lui avait à peine rapporté de quoi acheter du pain, c'était Amélie qui grimpait sur ses genoux et chantonnait doucement jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. Le jour où leur mère était revenue de l'hôpital avec les papiers d'inscription pour le programme de placement rural, Julien n'avait pas protesté. Il avait simplement hoché la tête, cette façon mature et résignée qu'il avait développée trop tôt, et avait demandé s'il pouvait emporter le livre de géographie qu'il avait trouvé dans une poubelle derrière l'école. Amélie, elle, s'était effondrée. Elle avait supplié, hurlé, promis d'être sage, de manger moins, de ne plus jamais déranger personne si seulement Julien pouvait rester. Mais les décisions des adultes sont comme des trains en marche. Une fois lancés, rien ne peut les arrêter. Les 3 jours qui précédèrent le départ furent les plus longs et les plus courts de la vie d'Amélie. Long parce que chaque minute semblait durer une éternité, et court parce qu'elle savait que le temps filait inexorablement vers ce matin terrible à la gare. La veille du départ, Julien avait offert à Amélie sa possession la plus précieuse, une petite voiture en bois sculptée par leur grand-père paternel avant sa mort. Amélie avait secoué la tête violemment, les larmes coulant sur ses joues, mais Julien avait fermé ses doigts autour de l'objet et avait dit simplement « Comme ça, tu te souviendras que je reviens ». Cette nuit-là, Amélie n'avait pas dormi. Elle était restée éveillée, écoutant la respiration de son frère dans le lit voisin, essayant de mémoriser le son pour pouvoir le rejouer dans sa tête pendant les nuits solitaires à venir. Au matin, ils avaient démarché jusqu'à la gare dans un silence presque complet. Leur mère les suivait quelques pas derrière, toussant encore, le visage marqué par la culpabilité et l'épuisement. L'air sentait le charbon et le pain frais venant de la boulangerie Dupont au coin de la rue, un mélange d'odeurs qui resterait gravé dans la mémoire d'Amélie, comme le parfum exact du chagrin. Quand le train était arrivé en gare, crachant de la vapeur et du bruit, Amélie avait senti quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas un sentiment dramatique ou spectaculaire. C'était plutôt comme si une partie essentielle de son être se détachait doucement, inexorablement, et qu'elle ne pourrait jamais la récupérer. Julien était monté dans le wagon avec d'autres enfants, une vingtaine au total, tous avec le même regard perdu et les mêmes bagages improvisés. La famille Morel d'Angoulême, qui l'accueillerait, n'était pas venue le chercher en personne. Un responsable de l'association caritative les accompagnait, un homme au visage neutre qui cochait des noms sur une liste et distribuait des tickets de rationnement. Le train s'était mis en mouvement lentement, avec ce grincement métallique caractéristique des anciennes locomotives. Et c'est à ce moment précis qu'Amélie avait levé la main et commencé à agiter son bras avec toute l'énergie dont elle disposait. Pas un simple au revoir, un signal désespéré, comme si la force de son geste pouvait ralentir le train, inverser le temps, ramener son frère. Julien, à la fenêtre, n'avait pas souri. Il avait simplement regardé sa petite sœur avec cette expression grave et déterminée, comme s'il essayait de lui transmettre silencieusement une promesse qu'il ne pouvait pas prononcer à voix haute. Et c'est exactement à cet instant que Henri Mercier avait appuyé sur le déclencheur de son appareil photo, capturant pour l'éternité ce moment où 2 enfants se disaient adieu sans savoir qu'ils ne se reverraient jamais. Le train disparut derrière la courbe des pins, et avec lui,
une partie de l'âme d'Amélie. Sa mère la tira doucement par l'épaule, mais la petite fille continua à fixer le point vide, où le dernier wagon avait disparu, comme si la force de son regard pouvait le faire réapparaître. Sur le chemin du retour vers leur appartement rue des Tanneries, Amélie marchait comme une somnambule. Les rues de Limoges qu'elle connaissait par cœur lui semblaient soudain étrangères, vidées de sens, sans Julien à ses côtés pour lui raconter ses observations sur le monde, pour lui montrer les détails qu'elle aurait manqués, pour inventer des jeux qui transformaient le trajet ennuyeux en aventure. Marcher n'était plus qu'une action mécanique et douloureuse. Quand elles arrivèrent à l'appartement, Louise prépara du café d'orge, ce substitut amer que tout le monde buvait depuis que le vrai café était devenu un luxe inaccessible. Elle s'assit en face de sa fille et essaya de trouver les mots pour expliquer pourquoi la vie était parfois si cruelle. Mais les mots ne venaient pas, ou plutôt, ceux qui venaient sonnaient faux et insuffisants. « Il va revenir au printemps », dit-elle finalement, sachant que c'était peut-être un mensonge. La famille Morel a promis de bien s'occuper de lui. Amélie leva les yeux vers sa mère et, pour la première fois de sa vie, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Sa mère n'était pas une figure d'autorité invincible. C'était une femme brisée, épuisée, qui faisait de son mieux avec des ressources dérisoires. Et cette révélation, au lieu d'apporter du réconfort, rendit tout encore plus terrifiant. Si même les adultes ne contrôlèrent rien, qui protégerait Julien là-bas, dans cette ferme inconnue avec des étrangers? Pour comprendre pourquoi cette séparation déchira si profondément le tissu de cette famille, il faut revenir quelques années en arrière, au temps où Amélie et Julien découvraient ensemble les règles cruelles du monde ouvrier de Limoges. Leur père, Paul Darnay, était un homme au caractère instable, marqué par la Grande Guerre dont il était revenu en 1919, avec des blessures invisibles qui le hantaient la nuit et le rendaient violent le jour. Les archives des anciens combattants de Limoges confirment qu'il avait été gazé à Verdun et souffrait de troubles respiratoires chroniques qui limitaient sa capacité à travailler régulièrement. Il enchaînait les petits boulots sur les quais de la Vienne, chargeant et déchargeant des péniches, mais son tempérament imprévisible lui faisait perdre un emploi après l'autre. Louise, leur mère, avait épousé Paul en 1929, à 19 ans, attirée par son uniforme et ses promesses d'une vie meilleure. Elle venait elle-même d'une famille de paysans pauvres du Limousin et rêvait d'échapper à la terre. Mais la vie en ville s'était révélée encore plus dure que ce qu'elle avait fui. Elle cousait pour des ateliers qui payaient à la pièce, travaillant parfois 16 heures par jour pour gagner à peine de quoi acheter du pain et du charbon pour l'hiver. Julien était né en 1930, au début de la crise économique qui frapperait la France avec retard, mais avec une violence particulière dans les régions industrielles. Amélie suivit en 1934, pendant l'une des pires périodes de chômage que Limoges ait connue. Les registres paroissiaux de l'église Saint-Pierre du Queyroy, où les deux enfants furent baptisés, montrent que leur famille faisait partie de cette masse de travailleurs précaires qui vivaient au jour le jour, toujours à un accident ou une maladie de la rue. Dans ce contexte de pauvreté constante, Julien et Amélie avaient développé un lien qui allait bien au-delà de la simple fraternité. Ils étaient devenus une unité de survie à deux. Quand leur père rentrait ivre, c'était Julien, même à 6 ou 7 ans, qui cachait Amélie dans le placard sous l'escalier et prenait les coups à sa place. Quand leur mère tombait malade, épuisée par le travail, c'était Amélie qui préparait la soupe avec les restes qu'elle trouvait et veillait à ce que Julien mange en premier parce qu'il devait être fort. À l'école communale de la rue du Temple, où ils étaient inscrits grâce à l'instruction publique gratuite, Julien excellait, malgré les interruptions fréquentes dues au besoin d'aider sa mère ou de chercher du travail pour compléter les revenus familiaux. Les archives scolaires conservées par la mairie de Limoges montrent qu'il était régulièrement mentionné pour son intelligence vive et sa maturité précoce. Amélie, elle, était plus rêveuse, passant ses récréations à inventer des histoires qu'elle racontait aux autres enfants, transformant leur quotidien gris en épopées fantastiques. Mais ce qui les liait vraiment, c'était leur routine secrète. Chaque soir, après que leur mère s'était endormie épuisée et que leur père ronflait dans un coin, ou n'était pas rentré du tout,
Julien et Amélie se retrouvaient près de la fenêtre de leur chambre qui donnait sur les toits de Limoges. Là, à la lueur de la lune ou des réverbères de la rue, Julien inventait des histoires sur les étoiles qu'il pouvait apercevoir entre les cheminées. « Tu vois cette étoile là-bas » disait Julien, pointant du doigt un point lumineux dans le ciel. « C'est notre étoile à nous deux. Peu importe où on sera, si on la regarde en même temps, on sera ensemble. » Amélie hochait la tête solennellement, gravant cette promesse dans son cœur comme un pacte sacré. L'hiver 1941-1942 fut particulièrement dur pour la famille Darnay. Paul disparut pendant 3 semaines en janvier, et quand il revint, il avait perdu son dernier emploi stable sur les quais. La tension dans l'appartement devint insupportable. Louise commença à développer cette toux persistante qui ne la quittait plus, une toux qui empirait avec le froid humide de leur logement mal chauffé et l'épuisement accumulé. En mars 1942, elle s'effondra sur sa machine à coudre. Les voisines la trouvèrent inconsciente et appelèrent le médecin du quartier, le docteur Renaud, qui diagnostiqua une pneumonie sévère. Les notes médicales retrouvées dans les archives de l'hôpital Saint-Joseph indiquent qu'elle fut hospitalisée d'urgence et qu'on craignit pour sa vie pendant plusieurs jours. Pendant les 3 mois où Louise fut à l'hôpital, Julien et Amélie furent confiés à des voisines qui se relayaient pour les nourrir et les surveiller. Mais la solidarité ouvrière avait ses limites. Chacune de ces familles avait déjà du mal à joindre les 2 bouts. Nourrir 2 bouches supplémentaires, même petites, représentait un sacrifice énorme. Ce fut Madame Barthélemy, une veuve qui habitait au 2e étage et qui avait connu des jours meilleurs, avant que son mari ne meure à la mine, qui parla à Louise du programme de placement rural quand celle-ci sortit enfin de l'hôpital en octobre. « C'est temporaire », expliqua Madame Barthélemy avec cette voix douce qu'on prend pour annoncer les mauvaises nouvelles. « Juste le temps que tu te remettes sur pied. Les familles de la campagne ont besoin de bras pour les récoltes, et elles nourrissent bien les enfants. C'est mieux que de les voir dépérir ici. » Louise savait que c'était vrai. Depuis sa sortie de l'hôpital, elle n'avait plus la force de coudre plus de quelques heures par jour. Paul était parti à Bordeaux, prétendument pour chercher du travail, mais elle ne se faisait plus d'illusions. Il ne reviendrait probablement pas, ou s'il revenait, ce serait sans argent et avec plus de problèmes qu'avant. Elle regarda ses 2 enfants. Julien, déjà si grand et si sérieux pour ses 12 ans, qui essayait de cacher son inquiétude derrière un masque de courage. Amélie, si petite et si dépendante de son frère, qui le suivait partout comme une ombre. Le choix fut déchirant mais inévitable. Elle ne pouvait pas envoyer Amélie, trop jeune, trop fragile. Ce serait Julien. Et Julien, avec cette maturité terrible qui le caractérisait, comprit et accepta sans un mot de protestation. Les semaines qui suivirent furent une agonie lente. Amélie refusait de comprendre. Elle s'accrochait à Julien en permanence, le suivant même aux toilettes communes de l'immeuble, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle le perdait de vue une seule seconde. La nuit, elle se réveillait en larmes, et Julien la prenait dans ses bras, lui caressant les cheveux en lui chantant doucement la berceuse que leur grand-mère maternelle leur avait apprise avant de mourir. Une chanson occitane dont il ne comprenait pas tous les mots, mais dont la mélodie apaisante avait le pouvoir de calmer les pires cauchemars. 2 jours avant le départ, Julien emmena Amélie faire une promenade jusqu'au bord de la Vienne. C'était une journée d'automne clair, avec ce soleil pâle qui donne aux feuilles mortes des teintes dorées. Ils s'assirent sur la berge, près du pont Saint-Martial, et Julien sortit de sa poche la petite voiture en bois. « Grand-père l'a faite pour moi quand j'avais 5 ans. » dit-il en la tournant entre ses doigts. « Je veux que tu la gardes. » Amélie secoua la tête violemment, les larmes déjà commençant à couler. « Non, tu dois la garder, pour te souvenir de moi. » Julien sourit tristement. « Je n'ai pas besoin d'une voiture en bois pour me souvenir de toi. Tu es gravé ici. » Il posa sa main sur son cœur. « Mais toi, tu auras besoin de quelque chose pour te rappeler que je reviens. » Le matin du départ, la petite voiture en bois était serrée dans la main d'Amélie quand elle agita son bras vers le train qui emportait son frère. Les premiers mois après le départ de Julien furent pour Amélie une descente progressive dans un monde gris et silencieux. L'appartement rue des Tanneries
déjà petit et sombre, sembla rétrécir encore plus. Le lit vide à côté du sien était comme une blessure ouverte qu'elle ne pouvait s'empêcher de regarder chaque soir avant de s'endormir. Louise fit de son mieux. Elle avait recommencé à coudre, mais ses forces restaient limitées. Les quintes de toux la prenaient encore régulièrement, et certains jours, elle devait s'arrêter complètement, la tête entre les mains, essayant de reprendre son souffle. Les registres de l'atelier Giraud, où elle travaillait à domicile, montrent qu'elle produisait en moyenne 3 fois moins de pièces qu'avant sa maladie, ce qui signifiait 3 fois moins de revenus. Pour Amélie, l'absence de Julien se manifestait dans 1000 petits détails quotidiens. Personne ne l'attendait plus à la sortie de l'école. Personne ne partageait plus son pain en 2 parts égales. Personne ne lui racontait plus d'histoires sur les étoiles. Elle commença à se replier sur elle-même, parlant de moins en moins, même avec les autres enfants de l'école. Sa maîtresse, mademoiselle Dubois, remarqua le changement. Dans ses notes pédagogiques conservées aux archives municipales, elle écrivit en décembre 1942 « Amélie Darnay, autrefois vive et imaginative, est devenue étrangement silencieuse. Ses dessins montrent de manière obsessionnelle le même motif. Un train, une petite fille qui fait signe, un garçon à une fenêtre. Pendant ce temps, à 200 km de là, dans une ferme près du village de Roumazières-Loubert en Charente, Julien découvrait un monde complètement différent de celui qu'il avait connu à Limoges. La famille Morel possédait une exploitation agricole de taille moyenne, une vingtaine d'hectares de terres cultivables et quelques vaches laitières. Monsieur Morel était un homme taciturne d'une 50aine d'années, marqué par une vie de labeur incessant. Sa femme, Germaine, était une femme pieuse et stricte qui gérait la ferme avec une efficacité militaire. Ils avaient accueilli Julien non pas par charité, mais par nécessité pratique. Leur fils unique était mort en 1940 pendant la campagne de France, tué lors d'un bombardement allemand près de Sedan. Les registres militaires du département de la Charente confirment la mort du soldat André Morel, 22 ans, le 15 mai 1940. Depuis, les Morel travaillaient seuls, vieillissants et épuisés par des tâches qui auraient normalement été partagées avec leur fils. Julien fut installé dans une petite pièce attenante à la grange, un espace spartiate avec un lit de fer, une chaise et une table branlante. Il n'y avait pas de chauffage et les nuits d'hiver en Charente étaient glaciales. Mais comparé à l'appartement surpeuplé et humide de Limoges, cette solitude froide avait quelque chose de presque apaisant. La routine commençait avant l'aube. Julien devait aider à la traite des vaches, une tâche qui gelait les doigts dans le froid de novembre et décembre. Ensuite, il y avait le petit déjeuner dans la cuisine silencieuse, où Madame Morel servait du pain, du beurre et du lait encore chaud. Puis c'était l'école au village, une petite salle de classe unique où se mélangeaient tous les âges. L'instituteur du village, Monsieur Arnaud, un homme cultivé qui avait été professeur au lycée de Bordeaux avant de choisir une vie plus simple à la campagne, reconnut immédiatement l'intelligence de Julien. Dans ses rapports trimestriels conservés aux archives départementales, il nota « Élève Darnay Julien. Capacité exceptionnelle en mathématiques et en français. Malgré son statut de pupille placé, démontre une soif d'apprendre remarquable. » Mais l'école ne durait que quelques heures. L'après-midi était consacré aux travaux de la ferme. Julien apprenait à réparer les clôtures, à nourrir les bêtes, à nettoyer les étables. Le travail était dur, mais il y trouvait une forme de réconfort. Quand ses mains étaient occupées, son esprit pouvait vagabonder moins douloureusement vers Limoges, vers l'appartement de la rue des Tanneries, vers Amélie. Les Morel n'étaient pas cruels. Ils n'étaient simplement pas affectueux. Ils traitaient Julien comme une main-d'œuvre nécessaire, le nourrissant correctement et veillant à ce qu'il aille à l'école, mais sans jamais lui offrir la moindre tendresse. Pas de conversation au-delà du strict nécessaire. Pas de questions sur sa famille à Limoges. Pas d'intérêt pour ses pensées ou ses sentiments. Cette indifférence émotionnelle pesait sur Julien plus lourdement que le travail physique. Il pensait à Amélie tous les jours, se demandant comment elle allait, si sa mère s'était rétablie, si son père était revenu. Il pensait à écrire des lettres, mais une timidité étrange le retenait. Que dire?
Comment résumer en quelques lignes le vide qu'il ressentait? Et puis, le papier et les timbres coûtaient cher, et il n'osait pas en demander aux Morel. En janvier 1943, quelque chose se produisit qui changea subtilement l'équilibre de sa nouvelle vie. Un soir, alors qu'il revenait de l'étable, il surprit Madame Morel en train de pleurer silencieusement dans la cuisine, tenant contre elle une photographie de son fils mort. Ce fut la première fois que Julien vit une fissure dans l'armure stoïque de cette femme. Leurs regards se croisèrent. Madame Morel essuya rapidement ses larmes, gênée d'avoir été surprise dans ce moment de faiblesse. Julien ne dit rien, mais quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse de chagrin parallèle. Après ce soir-là, Madame Morel fut légèrement moins froide. Elle commença à lui servir des portions un peu plus généreuses au dîner, à demander comment s'était passée sa journée à l'école. Mais cette amélioration mineure ne changeait rien au fait essentiel. Julien était seul, profondément seul, dans un monde qui n'était pas le sien. À Limoges, Amélie vivait sa propre forme de solitude. Sans Julien pour la protéger, elle devint la cible de moqueries à l'école. Les autres enfants la surnommaient « la muette » parce qu'elle parlait de moins en moins. Certains jours, elle rentrait avec des bleus sur les bras, résultat de bousculades dans la cour de récréation. Louise, trop épuisée et trop préoccupée par la survie quotidienne, ne remarquait pas toujours ces signes. Quand elle les remarquait, elle ne savait pas comment réagir. Comment protéger sa fille quand elle pouvait à peine se protéger elle-même? Le père, Paul, réapparut brièvement en mars 1943. Il resta 3 jours, pendant lesquels il but tout ce qu'il put trouver, hurla contre Louise pour avoir envoyé Julien au loin, puis repartit aussi soudainement qu'il était venu. Les voisines racontaient plus tard qu'elles avaient entendu Amélie pleurer toute une nuit après son départ. C'est durant cette période qu'Amélie développa une habitude étrange. Chaque soir, avant de se coucher, elle sortait la petite voiture en bois que Julien lui avait donnée et la posait sur le rebord de la fenêtre, tournée vers l'est, vers la direction approximative où elle imaginait que se trouvait son frère. Puis elle cherchait dans le ciel l'étoile que Julien lui avait montrée. Cette étoile qui était censée les relier peu importe la distance. Les nuits nuageuses, quand elle ne pouvait pas voir les étoiles, Amélie se sentait encore plus perdue, comme si le lien invisible qui la reliait à son frère avait été temporairement coupé. En avril 1943, Louise essaya d'envoyer une lettre à la famille Morel pour prendre des nouvelles de Julien. Elle mit 3 semaines à économiser l'argent nécessaire pour acheter le papier, l'enveloppe et le timbre. Elle écrivit avec son écriture maladroite, demandant si son fils allait bien, s'il mangeait à sa faim, s'il pourrait peut-être rentrer pour les grandes vacances d'été. La réponse arriva 6 semaines plus tard. Une lettre brève, presque administrative, écrite par Monsieur Morel. « Votre fils se porte bien, il travaille correctement et va à l'école. Il restera ici jusqu'à nouvel ordre, car nous avons besoin de ses services pour les récoltes d'été et d'automne. » Pas un mot de Julien lui-même, pas un message pour Amélie. Juste cette confirmation froide qu'il ne reviendrait pas bientôt. Quand Louise lut la lettre à Amélie, quelque chose se brisa définitivement dans le regard de la petite fille. Elle hocha simplement la tête, alla dans le coin où elle dormait et passa le reste de la journée recroquevillée sur son lit, serrant la voiture en bois contre sa poitrine. L'été 1943 passa. Julien ne rentra pas. L'automne arriva. Toujours aucun signe de retour. Louise continuait à coudre, toussant de plus en plus, ses forces déclinant lentement mais sûrement. Amélie allait à l'école comme un automate, rentrait, aidait sa mère comme elle pouvait, et chaque soir regardait les étoiles en imaginant que quelque part, Julien faisait la même chose. Puis, en novembre 1943, exactement 1 an après le départ de Julien, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Barthélemy, la voisine qui avait suggéré le placement rural, monta voir Louise avec une nouvelle qui fit battre le cœur d'Amélie d'un espoir fragile. Elle avait entendu dire qu'un groupe d'enfants placés dans la région d'Angoulême allait venir passer quelques jours à Limoges en décembre pour les fêtes de Noël, une initiative d'une association caritative pour permettre aux familles de se retrouver brièvement.
Louise écrivit immédiatement à la famille Morel pour demander si Julien faisait partie de ce groupe. Les semaines qui suivirent furent une torture d'anticipation. Amélie comptait les jours, se permettant pour la première fois depuis des mois de sourire un peu, d'imaginer le moment où elle reverrait son frère. La réponse des Morel arriva début décembre. Non, Julien ne viendrait pas. Les Morel avaient décidé de le garder pour aider aux travaux d'hiver. D'ailleurs, ils avaient quelque chose d'important à annoncer. Ils avaient reçu une proposition pour reprendre une ferme plus grande dans le département de la Dordogne, et ils emmèneraient Julien avec eux. Le déménagement aurait lieu en janvier 1944. C'était formulé comme une simple information administrative. Mais pour Louise et Amélie, c'était une sentence. Julien s'éloignait encore plus, et cette fois, elle ne savait même pas exactement où il irait. Janvier 1944 arriva avec un froid mordant qui transperçait les murs minces de l'appartement rue des Tanneries. Louise essaya d'obtenir la nouvelle adresse exacte de Julien auprès des Morel, mais la lettre qu'elle envoya revint avec la mention « destinataire inconnu » à l'adresse indiquée. Les Morel avaient déménagé sans laisser de coordonnées de suivi. Ce n'était pas de la malveillance délibérée. Les registres de migration interne du département de la Charente montrent que durant cette période, des centaines de familles agricoles se déplaçaient d'une région à l'autre, suivant les opportunités de travail et les redistributions de terres. Dans le chaos administratif de l'époque, beaucoup de ces déplacements n'étaient que partiellement documentés, créant des vides dans les chaînes de communication. Pour Amélie, maintenant âgée de 9 ans, cette disparition administrative de son frère fut plus douloureuse encore que la séparation initiale. Quand Julien était parti en novembre 1942, il y avait au moins une adresse, un lieu physique où elle pouvait imaginer qu'il se trouvait. Maintenant, il avait disparu dans le vide, quelque part dans la campagne française, aussi inaccessible que s'il avait été sur une autre planète. Elle arrêta complètement de parler à l'école. Ses dessins devinrent plus sombres, plus confus. Mademoiselle Dubois, inquiète, convoqua Louise pour discuter de l'état psychologique de sa fille. Mais que pouvait faire Louise? Elle-même sombrait lentement, la tuberculose non diagnostiquée rongeant ses poumons, sa capacité à travailler diminuant chaque mois. Les archives de l'assistance publique de Limoges contiennent une note datée de mars 1944 concernant la famille d'Arnette. Situation préoccupante. Mère malade, père absent depuis plus d'1 an, une enfant montrant des signes de détresse psychologique. Surveillance recommandée. Mais la surveillance ne nourrissait personne. Louise continua à coudre jusqu'à ce que ses mains tremblent trop. Puis elle trouva du travail de nettoyage dans les bureaux de la mairie. Un travail qu'elle effectuait la nuit, toussant dans le froid des couloirs vides, gagnant à peine de quoi acheter du pain et du charbon. Pendant ce temps, à 300 km de là, dans une ferme près de Périgueux en Dordogne, Julien vivait une transformation silencieuse. La nouvelle ferme des Morel était plus grande, plus isolée, et le travail plus exigeant. Julien avait maintenant 13 ans, et son corps se transformait, devenant plus fort, plus capable. Il travaillait comme un homme adulte, de l'aube au crépuscule, apprenant à labourer, à soigner les bêtes, à réparer les machines agricoles. L'école du nouveau village était trop éloignée pour qu'il y aille régulièrement. Monsieur Morel décida simplement que Julien en savait assez pour les besoins de la ferme. L'éducation formelle de Julien s'arrêta ainsi à 13 ans, sans cérémonie, sans protestation possible. Mais Julien n'avait pas oublié sa famille. Dans la solitude de sa petite chambre au-dessus de l'étable, il pensait constamment à Amélie. Il se demandait si elle avait grandi, si elle se souvenait encore de lui, si elle regardait toujours l'étoile qu'ils avaient choisie ensemble. Il essaya plusieurs fois d'écrire des lettres, mais le problème était qu'il ne connaissait pas la nouvelle adresse des Morel, et il ne savait pas comment faire parvenir une lettre à Limoges sans passer par eux. Les Morel contrôlaient tout contact avec l'extérieur, non par cruauté, mais par une forme d'indifférence pratique qui rendait Julien presque invisible comme individu avec une vie au-delà de la ferme. En 1945, quand la guerre prit fin, il y eut un bref moment où Julien crut que peut-être, avec le retour à la normale, il pourrait retrouver sa famille. Mais la fin de la guerre ne changea rien à sa situation.
Les Morel avaient toujours besoin de lui, et lui n'avait ni argent ni papier pour partir seul. Les années passèrent dans une routine hypnotique de travail agricole. 1946, 1947, 1948. Julien devint un jeune homme taciturne, aux mains calleuses, aux épaules larges forgées par le labeur constant. Les rares fois où il descendait au village, les gens le prenaient pour le fils des Morel. Personne ne savait qu'il était un enfant placé qui n'avait jamais été officiellement adopté, mais n'avait jamais non plus été libéré. À Limoges, la vie d'Amélie suivait une trajectoire également difficile. Sa mère, Louise, s'éteignit lentement. En 1947, elle était devenue si faible qu'elle ne pouvait presque plus travailler. Les voisines aidaient comme elles pouvaient, mais la charité a ses limites. Amélie, à 13 ans, dut quitter l'école pour travailler. Elle trouva un emploi dans une épicerie de quartier, portant des caisses, nettoyant, faisant les livraisons. Le propriétaire, Monsieur Dupuis, un veuf sans enfant, la payait peu mais lui permettait d'emporter les invendus, ce qui permettait à Amélie et Louise de manger un peu mieux. Louise mourut en janvier 1948, dans leur petit appartement, avec Amélie à ses côtés. Elle avait 40 ans. Son certificat de décès, conservé aux archives municipales, indique comme cause tuberculose pulmonaire. Complications dues à la malnutrition et à l'épuisement. Avec ses dernières forces, Louise avait murmuré à Amélie « Ton frère est quelque part, ne l'oublie pas ». Amélie, maintenant orpheline de mère, fut brièvement menacée d'être placée en institution. Mais M. Dupuis intervint, affirmant qu'elle travaillait pour lui et qu'elle pouvait rester dans l'appartement que sa mère louait, dont il paierait une partie du loyer en échange de son travail supplémentaire. Ce n'était pas de la gentillesse pure. Monsieur Dupuis avait besoin d'une employée bon marché et dévouée. Mais pour Amélie, c'était la différence entre garder un toit et se retrouver dans un orphelinat. Elle vécut ainsi les années suivantes dans une sorte de brouillard émotionnel. Elle travaillait, mangeait, dormait, mais ne vivait pas vraiment. Chaque soir, elle sortait toujours la petite voiture en bois et la posait sur le rebord de la fenêtre. C'était devenu un rituel obsessionnel, la seule constance dans une vie qui avait perdu toute autre encre. En 1950, à 16 ans, Amélie fit une tentative désespérée pour retrouver son frère. Elle écrivit à la mairie d'Angoulême, demandant s'ils avaient des registres d'enfants placés auprès de la famille Morel. La réponse fut décourageante. Les registres de placement de cette période étaient incomplets, beaucoup ayant été perdus ou détruits pendant la guerre. Elle essaya ensuite d'écrire à l'ancienne adresse des Morel qu'elle avait conservée. La lettre revint avec la mention « destinataire inconnu ». C'était comme si Julien avait été effacé de l'existence administrative. Mais Julien, lui, existait bel et bien. En 1952, à 22 ans, il prit enfin la décision de partir. Ce n'était pas une révolte dramatique. C'était plutôt une prise de conscience progressive que sa vie ne devait pas se résumer à cette ferme, à ce travail sans fin, à cette solitude. Monsieur Morel était mort d'une crise cardiaque en 1951, et Madame Morel, vieillissante et fatiguée, avait commencé à parler de vendre la ferme. Julien réalisa que s'il ne partait pas maintenant, il serait peut-être vendu avec les terres, transféré à un nouveau propriétaire comme un simple outil agricole. Cette pensée fut le déclic dont il avait besoin. Par une matinée de printemps, il annonça à Madame Morel qu'il partait. Elle ne protesta pas vraiment. Elle lui donna même un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour quelques semaines. Dans son esprit, elle avait peut-être toujours su que ce jour viendrait. Julien prit un train pour Bordeaux, pensant trouver du travail dans cette grande ville. Bordeaux était en pleine reconstruction après la guerre, et les chantiers manquaient de bras. Il trouva facilement un emploi comme aide-maçon, puis comme charpentier. Il pensa retourner à Limoges pour chercher sa famille. Mais une peur paralysante le retenait. Peur de découvrir qu'ils étaient morts. Peur de découvrir qu'ils l'avaient oublié. Peur de réaliser que 10 ans de séparation avaient créé un gouffre impossible à franchir. Alors il resta à Bordeaux, se construisant une nouvelle vie, mais toujours hanté par le souvenir d'une petite fille qui agitait la main sur un quai de gare. En 1955, Amélie, maintenant âgée de 21 ans,
quitta l'épicerie de Monsieur Dupuis pour travailler dans un petit hôtel près de la gare de Limoges. Le travail était dur, mais elle préférait le mouvement constant, le flux de voyageurs anonymes, qui l'empêchait de trop penser. Elle vivait toujours dans le même appartement rue des Tanneries, un fantôme parmi d'autres fantômes, évitant les relations profondes, se protégeant derrière un mur d'indifférence polie. Les années 1950 et le début des années 1960 passèrent ainsi, deux vies parallèles qui ne se touchaient jamais, séparées par quelques centaines de kilomètres, et par l'impossibilité pratique de se retrouver dans une France où les communications entre classes ouvrières restaient limitées et coûteuses. Puis, en mars 1965, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Amélie, maintenant âgée de 31 ans, était dans la salle de pause de l'hôtel, feuilletant distraitement un vieux journal que quelqu'un avait laissé. C'était un journal local du sud-ouest de la France, probablement oublié par un voyageur. Dans les pages intérieures, il y avait un petit article sur une coopérative agricole qui se formait en Dordogne, rassemblant d'anciens ouvriers agricoles pour cultiver collectivement des terres. L'article incluait quelques témoignages de participants. Et là, au milieu de la page, elle lut ces mots sous l'entête, témoignage de Julien B., auxiliaire de récolte. J'ai été envoyé travailler dans une ferme quand j'avais 12 ans, en 1942. C'était pendant la guerre. Ma petite sœur est restée à la gare, elle agitait la main pour me dire au revoir. Je me souviens de son visage chaque jour. On ne s'est jamais revu, mais j'espère qu'elle va bien, où qu'elle soit. Le journal tomba des mains d'Amélie. Le monde bascula. Ses jambes devinrent si faibles qu'elle dut s'asseoir sur le sol carrelé de la salle de pause. Amélie resta assise sur le sol de la salle de pause pendant ce qui sembla une éternité. Le journal serré contre sa poitrine, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Autour d'elle, le monde continuait, indifférent. Des clients passaient dans le couloir, la réceptionniste appelait quelqu'un au téléphone, la vie ordinaire suivait son cours. Mais pour Amélie, le temps venait de se déchirer. Julien était vivant. Après 23 ans de silence, après toutes ces années à se demander s'il était mort dans un accident agricole, s'il l'avait oublié, s'il avait construit une nouvelle famille qui avait effacé son souvenir de leur enfance à Limoges. Enfin, elle avait une preuve. Il se souvenait. Il se souvenait du jour à la gare. Il se souvenait d'elle qui agitait la main. Et, plus important encore, il espérait qu'elle allait bien. Une collègue, Madame Rousseau, la trouva ainsi et s'inquiéta, pensant qu'elle était malade. Amélie secoua la tête, incapable de parler, et montra simplement l'article du doigt. Madame Rousseau lut, fronça les sourcils, ne comprenant pas vraiment l'importance de ce petit témoignage anonyme. Comment aurait-elle pu comprendre? Comment quelqu'un qui n'avait pas vécu cette séparation, qui n'avait pas passé 23 ans dans un purgatoire d'incertitude, pourrait-il saisir ce que signifiaient ces quelques lignes? Ce soir-là, Amélie rentra dans son appartement de la rue des Tanneries, le même appartement où elle avait grandi, où Julien et elle avaient partagé ce lit étroit, où ils s'étaient raconté des histoires sur les étoiles. Elle alluma la lampe, s'assit à la petite table de la cuisine, et relut l'article une dizaine de fois, comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas rêvé. Julien B., auxiliaire de récolte. Pas de nom complet, pas d'adresse, juste une initiale et un métier. C'était frustrant et magnifique à la fois. Frustrant parce qu'elle ne pouvait pas le contacter directement. Magnifique parce que cette initiale, ce B, ce devait être pour Darnette, leur nom, leur lien. Elle essaya de trouver plus d'informations. Le lendemain, elle se rendit à la bibliothèque municipale de Limoges et demanda s'ils avaient d'autres numéros du journal où l'article était paru. La bibliothécaire, une femme âgée au visage sévère mais aux yeux bienveillants, fouilla dans les archives mais ne trouva que quelques exemplaires de ce journal régional du Sud-Ouest. Amélie écrivit à la rédaction du journal, expliquant qu'elle cherchait à contacter l'homme qui avait témoigné dans l'article sur la coopérative agricole. Elle donna son adresse à Limoges, son nom complet et attendit. Les semaines passèrent, puis les mois. Pas de réponse. Ce n'était pas surprenant. Les journaux régionaux de l'époque recevaient des centaines de lettres
et n'avait ni le temps ni les ressources pour jouer les intermédiaires dans des recherches de personnes disparues. De plus, la coopérative agricole mentionnée dans l'article avait peut-être déjà changé de composition, les travailleurs se déplaçant au gré des saisons et des opportunités. Mais quelque chose d'essentiel avait changé en Amélie. Pendant 23 ans, elle avait vécu avec un vide impossible à combler, une question sans réponse qui rongeait lentement son âme. Était-il vivant? Se souvenait-il d'elle? Maintenant, elle savait. Il était vivant. Il se souvenait. Et quelque part dans le sud-ouest de la France, il pensait encore à elle. Ce n'était pas un réencontre. Ce n'était pas une résolution complète, mais c'était quelque chose de profondément réparateur. La certitude que leur lien, forgé dans les rues grises de Limoges, dans les nuits où ils regardèrent les étoiles, dans ce moment déchirant à la gare, n'avait pas été effacé par le temps et la distance. Amélie commença à vivre différemment. Le mur qu'elle avait construit autour d'elle pendant toutes ces années commença à se fissurer. Elle se permit de sourire plus souvent. Elle accepta l'invitation d'une collègue à dîner. Elle s'acheta une robe neuve, la première depuis des années. Elle continua son rituel du soir, sortant la petite voiture en bois et la posant sur le rebord de la fenêtre. Mais maintenant, ce geste n'était plus un acte de désespoir obsessionnel. C'était un acte de mémoire consciente, presque un hommage. Une façon de dire « Je me souviens aussi, Julien. Je n'ai jamais oublié ». En 1968, 3 ans après avoir trouvé l'article, Amélie fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle sortit de l'appartement la vieille photographie qu'elle avait achetée des années auparavant au photographe Henri Mercier, celui qui l'avait prise à la gare ce jour de novembre 1942. Mercier, qui avait pris sa retraite et vivait modestement dans une maison de retraite à Limoges, avait vendu plusieurs copies de ses photos de l'époque aux personnes qu'elle représentait. Amélie avait acheté la sienne en 1954, payant avec l'argent économisé centime par centime, comme pour posséder une preuve tangible que ce jour terrible avait vraiment existé. Elle regarda la photo avec des yeux différents maintenant. Cette petite fille qui levait la main, c'était elle, figée dans le temps à 8 ans. Ce garçon flou à la fenêtre du train, c'était Julien, capturé dans son dernier regard vers sa sœur. Pour la première fois depuis des années, Amélie ne pleura pas en regardant cette image. Au lieu de cela, elle ressentit une paix étrange. Ce moment de séparation, aussi douloureux qu'il avait été, était aussi la preuve qu'ils avaient été profondément liés. Et selon ses propres mots dans ce témoignage de journal, Julien portait toujours cette mémoire. Quelques années plus tard, en 1972, Amélie se maria. C'était un mariage modeste avec un homme bon, Pierre Lavigne, un veuf avec 2 enfants qui travaillaient comme mécanicien. Pierre ne comprenait pas vraiment l'obsession d'Amélie pour son frère perdu, mais il la respectait. Quand elle lui expliqua l'histoire de Julien, de la séparation, de la recherche infructueuse, il hocha simplement la tête et dit « On continuera à chercher ensemble ». Ils ne le trouvèrent jamais. Malgré quelques tentatives supplémentaires, quelques lettres envoyées à des mairies du Sud-Ouest, le fil tenu qu'Amélie avait trouvé en 1965 ne mena nulle part. Mais Amélie vécut le reste de sa vie différemment. Elle eut une belle famille aimante. Elle rit de nouveau. Elle aima de nouveau. Et chaque soir, même dans sa nouvelle maison avec Pierre et ses beaux enfants, elle sortait la petite voiture en bois et la posait quelque part de visible, comme un phare silencieux. Julien, de son côté, continua sa vie dans le Sud-Ouest. Il se maria aussi, en 1958, avec une femme nommée Claire, une institutrice qu'il avait rencontrée lors d'une fête de village. Ils eurent 2 enfants. Julien devint chef d'équipe dans une coopérative agricole, respecté pour son travail acharné et sa connaissance approfondie de la terre. Il ne parla jamais beaucoup de son passé à Limoges. Même à Claire, il ne raconta que les grandes lignes. Une famille pauvre, une séparation forcée, une petite sœur qu'il n'avait jamais revue. Claire sentait qu'il y avait une blessure profonde là, quelque chose qui ne guérirait jamais complètement, mais elle respectait son silence. Pourtant, parfois, lors de soirées tranquilles, Julien sortait sur le pas de sa porte et regardait les étoiles. Claire le trouvait ainsi, perdu dans ses pensées,
et se demandait à qui ou à quoi il pensait. Si elle lui avait demandé, il aurait peut-être dit qu'il cherchait une certaine étoile, celle qu'il avait montrée à sa petite sœur il y a si longtemps, et qu'il se demandait si, quelque part, elle la regardait aussi. En 1987, Amélie mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 53 ans. Pierre et ses beaux enfants furent dévastés. En triant ses affaires, ils trouvèrent la petite voiture en bois, soigneusement enveloppée dans du tissu, et la photographie en noir et blanc. Sur le dos de la photo, écrit de sa main tremblante lors de ces derniers mois, il y avait cette phrase « Le jour où j'ai perdu Julien pour toujours », mais aussi le jour qui prouve que notre amour était réel. Pierre décida de garder la photo et la voiture ensemble dans une boîte spéciale. Il ne savait pas si Julien était encore vivant, s'il saurait jamais ce qu'était devenue Amélie. Mais il sentait que ces objets méritaient d'être préservés comme témoignage d'un lien qui avait défié le temps et la séparation. Aujourd'hui, cette photographie et la petite voiture en bois se trouvent encore dans la famille Lavigne, transmise à la fille aînée de Pierre, Marine, qui ne connaissait Amélie que comme sa belle-mère aimante, mais savait l'importance que ces objets avaient pour elle. Marine, maintenant grand-mère elle-même, garde ses reliques dans une petite vitrine dans son salon à Limoges. Parfois, quand ses petits-enfants demandent l'histoire de la photo, elle la raconte. L'histoire de deux enfants séparés par la nécessité, qui ne se sont jamais revus mais qui ont porté l'un l'autre dans leur cœur toute leur vie. C'est une histoire sans fin heureuse, conventionnelle. Pas de retrouvailles miraculeuses, pas d'embrassade sur un quai de gare après des décennies de séparation. Juste la vérité simple et douloureuse que la vie sépare parfois des gens qui s'aiment, et que l'amour, le vrai, peut survivre même à l'absence totale. Quelque part dans le sud-ouest de la France, peut-être que Julien vit encore, un vieil homme aux cheveux blancs qui se souvient encore du visage de sa petite sœur levant la main vers un train qui partait. Peut-être qu'il est mort depuis longtemps, emportant avec lui la mémoire de ce dernier regard. Amélie ne l'a jamais su. Mais elle a vécu ces dernières années avec quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais. La certitude absolue qu'elle avait été aimée profondément, que ce lien entre un frère et une sœur avait été assez fort pour traverser 23 ans de silence et émerger intact dans quelques lignes imprimées dans un journal. La photographie en noir et blanc demeure, témoin silencieux d'un amour qui ne s'exprimait pas en mots, mais en gestes simples. Une main levée, un regard à travers une fenêtre, une petite voiture en bois offerte en guise de promesse. Et quelque part dans le ciel, au-dessus de Limoges et au-dessus du sud-ouest de la France, cette étoile que Julien avait montrée à Amélie il y a si longtemps continue de briller, indifférente aux destins humains, mais éternelle comme la mémoire de ceux qui s'aiment vraiment. Parce qu'au final, c'est peut-être cela, la vraie leçon de cette histoire, que l'amour ne nécessite pas la présence physique pour être réel, que la séparation ne peut effacer ce qui a été gravé dans le cœur, et que parfois, savoir que quelqu'un se souvient est suffisant pour guérir, sinon toutes les blessures, au moins les plus profondes. Cette photographie de novembre 1942 ne raconte pas l'histoire d'une fin, elle raconte l'histoire d'un commencement, le début d'une vie passée à porter l'autre, même à distance, même dans le silence. Et dans ce monde où tant de choses sont éphémères et oubliées, ce type d'amour silencieux et endurant mérite d'être remembré. Marine Lavigne, quand elle montre la photo à ses petits-enfants, termine toujours en disant « Vous voyez, même quand la vie vous sépare des gens que vous aimez, même quand vous ne les revoyez jamais, l'amour que vous avez partagé ne disparaît pas. Il devient quelque chose de différent, peut-être, mais il reste, toujours. » Et dans sa voix, il y a un écho d'Amélie. Cette petite fille devenue femme qui a appris que certains adieux ne sont pas des fins, mais des transformations. Que certains liens ne se rompent jamais, même quand toute communication cesse. Que la mémoire est une forme de présence, et que l'espoir peut survivre même à l'absence de réponse. C'est l'héritage d'Amélie et Julien. Non pas une histoire de retrouvailles impossibles, mais une démonstration que l'amour fraternel, dans sa forme la plus pure, peut transcender le temps, la distance et même le silence définitif. Et peut-être, dans quelques fermes du sud-ouest,
ou dans quelque cimetière tranquille, Julien sait, d'une manière ou d'une autre, qu'Amélie n'a jamais cessé de lever la main vers lui, même longtemps après que le train ait disparu derrière les pins. Parfois, les adieux que nous croyons définitifs deviennent des leçons silencieuses sur la force des liens humains. L'histoire que vous venez d'entendre, bien qu'elle soit fictionnelle et dramatisée, nous rappelle que la mémoire, l'amour et l'espérance peuvent survivre même à la distance et au silence. Elle nous invite à réfléchir à ce que nous portons en nous, et à la manière dont certaines présences continuent d'exister malgré l'absence. Et vous, qu'est-ce qu'un départ a changé dans votre vie ou dans celle de vos anciens? Y a-t-il quelqu'un que vous n'avez jamais revu, mais dont le souvenir continue d'habiter votre cœur? Quels objets, gestes ou mots transmis par vos aïeux restent encore vivants dans votre mémoire? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot #lien dans les commentaires pour nous montrer que vous avez suivi cette histoire jusqu'à sa dernière respiration. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, une mémoire oubliée ou un fragment du passé qui pourrait inspirer de nouvelles narrations pour ce canal. Merci d'avance pour votre confiance et votre sensibilité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager si cette histoire vous a touché. Et surtout, cliquez sur la carte finale pour découvrir d'autres récits qui explorent ces émotions intemporelles et humaines. Merci d'être ici.